ils n'ont pas encore fait le choix. Donc nous voici devant la dernière sépulture que nous visitons. Alors vous remarquez tout de suite que c'est vrai qu'on s'enfonce dans le moins joli, mais bon, ça fait aussi partie de l'histoire. On est parti de tombes entretenues par l'État à des tombes qui ne le sont pas. Alors une spécificité avec celle de René Goblet, c'est qu'elle est encore plus petite. Donc c'est vrai que là, Charles Follet était un homme, son métier c'était d'être jardinier, donc c'était véritablement un homme du peuple. Alors je vais être beaucoup moins long que pour les autres tombes, pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas grand-chose sur cet homme-là, mais on a tenu à se réunir ici, rien que pour l'inscription sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui est inscrite sur la tombe. Donc voilà, Charles Follet était donc jardinier. Il a acheté cet emplacement dans le cimetière de la Madeleine en 1856 et il l'a étendu et puis creusé le caveau en 1859. Donc 2 personnes sont enterrées dans cette sépulture. Sa fille, enfin son enfant, qui s'appelait mais on n'a pas son nom. Non. Si. Attendez, je vais retrouver. Un enfant, non, on n'a pas son nom. Charles. Alors, 5 ans. voilà, 3 ans, 3 mois. Hein, voilà, c'est Charles Raoul Follet. Bon, ça c'est le nom de Charles Follet. Leur enfant, son enfant de Charles Follet, de sa femme qui s'appelait Madame Marie Méry, hein, c'était sa femme, c'est écrit aussi sur la tombe. Et ils ont eu un enfant qui est mort en bas âge, à 3 ans et 3 mois. Et cet enfant est inhumé ici également. Donc si on fait un peu la description de la tombe, vous voyez qu'il n'y a pas de grille en fer forgé, simplement des piliers en granit. La sépulture ici est en granit aussi. Le monument vertical qui est au fond de la tombe, il a des poteaux également en granit, mais le fond est en béton, donc un matériel moins noble, dirons-nous. Et la stèle qui est dans le mur du fond est en calcaire sculpté. Et on reviendra un petit peu sur cette partie. Donc je vous disais, il était jardinier, il résidait à Amiens et il était libre penseur. Et d'ailleurs, sur sa tombe, c'est écrit, alors il avait un surnom raisonnable, et il est décédé en 1884 et il était fondateur de la libre pensée. Et en effet, on a retrouvé aux archives départementales une association, enfin à ce moment-là on appelait ça plutôt des sociétés, une société de libre pensée qui a été créée le 21 juillet 1881. Et c'est la première association, la première société de libre pensée ici à Amiens, la première de l'histoire. On n'en a pas connu d'autres avant. Alors, elle n'a pas été créée comme ça du jour au lendemain sans qu'il y ait une histoire. On notait quand même que il y avait d'autres sociétés, enfin des sociétés nationales qui existaient, qui s'appelaient par exemple, il y avait la Société civile des familles affranchies. Alors ça veut dire quoi, famille affranchie? Ça veut dire des sociétés de familles qui voulaient se libérer du joug clérical et en particulier au moment de tous les actes civils, naissance, mariage et en particulier décès. C'est Jean-Alain qui en parlait un petit peu tout à l'heure. Alors, ces sociétés des familles affranchies, elles ont été créées au niveau national par un homme dont tu as parlé aussi tout à l'heure, Charles-Louis Chassin, qui était un républicain, qui était un historien et un journaliste, et Renaud Quillet, qui a écrit un livre dans le département. Alors, Renaud Quillet, c'est un professeur à l'IUFM d'Amiens. Il est aussi, à ses heures perdues, apparemment historien, et il a écrit un ouvrage qui s'appelle La gauche dans la Somme, de 1848 à 1924. Et cet homme-là parle un peu des sociétés de libre pensée qu'il y a eu à Amiens, et
il pense, je pense que c'est tout à fait fondé, que la société de libre pensée pouvait provenir de ces sociétés de familles affranchies et qui ont commencé à s'organiser localement et en particulier dans la Somme. Et cette société qui a été créée le 21 juillet 1881 fait suite à des adhésions qu'il y avait dans la Somme à la société civile des familles affranchies. Une autre hypothèse, il y avait aussi ce qu'on appelait le cercle du don, dont faisait partie Jules Barni, qui est aussi un organisme républicain qui se consacre à la libre pensée. Donc de ces deux facteurs, je pense que petit à petit ont été créées des sociétés qui ont perduré ensuite. Mais on est vraiment là aux origines des sociétés de libre pensée qu'on continue aujourd'hui, hein, puisqu'on se réclame toujours de la libre pensée. Alors, sur la stèle, il y a une autre mention, alors pour laquelle je n'ai pas beaucoup d'informations. On dit qu'il est membre du cercle ouvrier. Alors, j'ai trouvé deux choses qui pourraient apporter des informations sur cette inscription. Il y avait un groupement apparemment anarchiste qui s'appelait le Cercle de l'Union des ouvriers, qui existait dans la Somme, et il est possible que ce cercle ouvrier dont on parle sur la tombe a son origine dans ce groupement anarchiste. Et c'est peut-être aussi le cercle du don qui fait qu'il y a cette inscription sur cette tombe. Mais je n'ai pas d'informations, je n'ai pas trouvé d'autres informations validant l'une ou l'autre des hypothèses. Alors, cette société de libres penseurs, et j'en reviens à ce que Jean-Alain aussi a dit tout à l'heure, je vais vous lire son article premier, c'est « Organiser l'exercice de tous les actes civils en dehors de toute intervention religieuse ». Et on a parlé que Jules Barni et Frédéric Petit avaient eu des obsèques civiles, et c'est vrai qu'à cette époque-là, se faire inhumer civilement, c'était un combat. Beaucoup considéraient que ceux qui étaient enterrés civilement étaient enterrés comme des chiens. Et ça faisait toujours l'objet de grands débats quand il y avait un enterrement civil. Parce qu'il y avait le poids de la religion qui était tellement ancré dans la vie quotidienne que s'émanciper de ce carcan religieux, c'était véritablement un combat. Et l'objet de l'association, c'était en 1881, c'était le but unique. Hein, essayer de faire en sorte de faciliter en général c'était plutôt les enterrements civils, et faire en sorte que cette volonté du défunt était respectée par la famille, qui parfois faisait pression, une fois que le défunt était mort, il n'avait plus de moyen de réagir, vu son état. Donc, et c'est vrai que parfois la famille, l'entourage, faisait en sorte que on ne respectait pas la volonté du défunt. Et le but de l'association, c'était de faciliter ou de se battre pour que la dernière volonté du défunt soit respectée. Et il y avait l'obligation pour les sociétaires de cette association de se faire enterrer civilement. Alors aux archives, on a eu la liste des fondateurs de cette association. Ils étaient 29 membres. Parmi ces 29 membres, il y avait 2 conseillers municipaux de la ville d'Amiens, qui s'appelaient Fernand Lévesque et Fernand Langelet. Alors écoutez, j'ai rien trouvé sur ces 2 personnages. Et il y avait un conseiller d'arrondissement. Cette société a dû perdurer. Charles Follet, c'était plus ancien dans la liste, on a leur âge. Alors il y a beaucoup de gens du peuple, enfin quelques hommes impliqués politiquement dans la vie quotidienne d'Amiens, hein, comme les conseillers municipaux, mais c'était des ouvriers, des artisans, etc. C'était ce genre de personnages. Et l'activité, elle se bornait à ça, à ce moment-là. Alors, les sociétés de libre pensée ont perduré à Amiens. Alors, je ne suis pas sûr qu'entre 1881 et 1893,
où une autre société de libre pensée se crée à Amiens, l'activité a été durable, hein. Ça a peut-être périclité, faute d'adhérents, faute de conviction, et en tout cas en 1893 se crée une autre association qui s'appelle l'Union laïque. En 1894, on retrouve la libre pensée d'Amiens. Cette fédération qui a dû un peu péricliter à un moment et qui refait surface. Et puis, on voit que les sociétés de libre pensée se propagent un peu dans la Somme. On a retrouvé des traces d'une société de libre pensée dans le canton de Piquigny en 1886, une société de libre pensée à Moreuil en 1891, qui avait le même but que cette société de 1881, d'organiser les obsèques civiles de défunts. Et puis ensuite, ça a continué. En 1902 a été créé le groupe Labart-d'Abbeville que vous connaissez tous aujourd'hui. Et en 1907, une union laïque à Péronne. Alors, le but de ces sociétés de libre pensée, se sont quand même diversifiées, ne se résumaient pas à l'organisation des obsèques civiles. Petit à petit, dans les statuts, on retrouve la défense de la liberté de conscience et des revendications sur la laïcisation de la société et de l'école. Alors, on va revenir un peu sur cette stèle et sur la phrase que moi je trouve, moi je l'adore cette phrase-là. Les religions sont toutes menteuses, les sciences sont vraies. Ça montre bien l'attachement de Charles Follet à la laïcité et c'est aussi une condamnation de l'obscurantisme religieux et du cléricalisme. Alors, en haut, on ne le voit pas très bien, sous le lierre, en haut de la stèle, il y a un quadrilobe, une petite fenêtre avec quatre lobes. Et dedans, il y a un petit morceau de tissu qui ressemble un peu à une médaille. Alors, il y a deux choses qui sont inscrites sur cette médaille. Il y a, premièrement, les lettres LP, qui correspond à libre pensée, et il y a un symbole qui est dessiné, qui est un archipendule. Un archipendule, c'est l'ancêtre du niveau à bulle. Hein. Alors quand on pense à ces objets-là, on pense souvent à la franc-maçonnerie qui avait l'équerre et le compas. Mais là, c'est un autre symbole. Alors, on retrouve ce symbole j'ai le dessin là. On retrouve le dessin sur le tampon de la société. Vous voyez, c'est écrit « Société de libre pensée » et en dessous, il y a l'archipendule qui est là. Et l'archipendule, c'est aussi un symbole de l'égalité. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour parce qu'en fait, on ne sait rien d'autre, on ne sait rien de sa vie. Est-ce qu'il a mené une vie politique? Est-ce que c'était un militant politique, etc. On sait qu'il n'a pas eu de mandat, en tout cas électif. Est-ce qu'il en cherchait? Est-ce qu'il a été candidat? Je ne pense pas. Mais il était vraiment impliqué dans le combat pour la libre pensée et pour la liberté de conscience et aussi le combat pour l'émancipation par rapport au cléricalisme. Il faut bien se rendre compte qu'à ce moment-là, on est sous le régime du Concordat. Les curés, les évêques, etc., partout en France sont rémunérés par l'État et ils sont aussi nommés par l'État. Et sous le Second Empire, par exemple, les évêques, les curés prêtaient fidélité à l'Empire. Hein. On parlait des libres penseurs ou des républicains qui s'exilaient parfois pour ne pas, parce qu'ils refusaient de prêter serment à l'Empire. Écoutez, les ecclésiastiques partageaient le pouvoir avec le pouvoir en général plutôt réactionnaire. Hein. D'ailleurs, l'Église catholique a soutenu le coup d'État de Napoléon III, et c'est une raison pour laquelle, par exemple, Jules Barny s'est exilé à ce moment-là, ou d'autres se sont exilés, hein, voilà. Non, René Gobet s'est pas exilé, mais je veux dire, il a refusé de oui, prêter voilà, serment. voilà, hein, les républicains à ce moment-là refusaient de prêter serment à l'Empire,
parfois courageux, perdaient hein. leur poste pour C'était lequel un acte ils avaient les courageux, qualifications pour avoir le poste. Hein. On était prof, magistrat, on refusait de prêter serment, on perdait. On pouvait être révoqué. On pouvait être révoqué enfin, voilà, on n'était en tout cas pas autorisé à exercer. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Je crois que oui. Hein. Oui, C'est bien écoutez. parce que ça a permis d'aller voir un peu l'éclectisme. Oui, tout à fait. Les Tout à fait. différentes formes. Voilà. En fait, il y a plein de petites unités, Oui, hein, oui, oui. comme ça. Ah ben c'est vrai que c'est aussi, on est encore à ce moment-là sous le régime de la loi Le Chapelier. Hein, il n'y a pas encore de liberté d'association qui est faite, même s'il y a une tolérance depuis le milieu du Second Empire. Hein, vers le milieu du Second Empire, par exemple au niveau syndical, les premières bourses de travail se créent, les sociétés de secours mutuels commencent à mieux s'organiser, à être des lieux de discussion politique ou philosophique, etc. Donc à partir du milieu du Second Empire, un tas de sociétés voient le jour. Et ça a été officialisé à partir de la loi Valdez-Crouchot qui permet les coalitions de citoyens en fait, hein, à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau syndical, etc. Et la loi de 1901 sur la liberté d'association qui est importante aussi. Donc voilà, je crois. Elle a quand même dû être restaurée parce que autrement ça serait effacé. En fait. Oui, alors je sais je pas pense, qui l'a fait, mais ça a il y a dû être peut-être, moi ouais. je suis passé, la dernière fois que je suis passé, j'ai été étonné que le lierre qui était là était enfin coupé par rapport à la fois J'ai l'impression précédente. qu'il y a quelqu'un qui Oui, s'en je occupe pense parce qu'il y a que- peut-être encore des gens, soit de la je sais famille, pas. Oui, soit... parce que ça a été Oui. travaillé. Hein. Oui, Ah ouais, elle puis est quand je te même dis, entretenue on par voit quelqu'un, mais on que ne sait les pas qui. inscriptions, elles ont été refaites, Voilà. sinon ça serait tout effacé, c'est effacé depuis Le le temps. blanc est trop blanc. Ouais. Oui, Non, c'est vrai, il y a un elle a petit été entretien, la oui, il y a un petit sépulture a été entretien qui est nettoyée, fait, de toute façon. mais on ne sait pas par qui. Ben non, J'ai non. même vu le lierre, il était plus coupé, bon il a repoussé Ouais, depuis, ça puisque pousse, ça pousse. là ouais. en ce moment Non, mais s'il n'y a pas la d'autorisation, végétation- ils ne vont pas se vanter de le faire. Non, Oui, voilà, voilà. c'est ça. Mais c'est Normalement, dommage. on n'a pas le droit d'y toucher. Non, sauf une autorisation, mais pour l'instant on n'a Ouais. pas. Voilà, bah, Merci. j'espère que ce petit tour des libres penseurs de la moitié de la deuxième moitié du 19e siècle vous a plu. On vous propose déjà d'aller boire un verre, parce que nous déjà on a beaucoup parlé. on a soif, et pour vous aussi, parce que vous nous avez sagement écouté. Merci beaucoup. Et vous savez tous où c'est? Sinon on Oui, fait rue des... Frédéric Petit, vous voyez où c'est Rue Frédéric Petit, près C'est un de, café près de l'école de musique. À côté de la maison des syndicats. Ouais, c'est en face du conservatoire, c'est dans un angle. Petite anecdote, moi personnellement, depuis que je suis à Amiens en 1959, j'ai toujours eu un grand problème, c'était qui était devant la chaussée Jules Ferry ou l'avenue Jules Barny, ou c'était la chaussée entre le Jules Barny et Jules Ferry et tout comme ça. Bon, et en fait, ils se sont pas beaucoup fréquentés. C'est vrai. Tous les deux. Mais sauf donc ici à Amiens, puisqu'ils ont donné des rues dans les prolongements, et puis surtout ils ont participé ce qu'on appelait le congrès des proscrits en 1840.